Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, avec une actualité très riche sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan politique. Pour en parler, Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et ancien doyen de cette faculté. Nous sommes avec Vincent Couronne, bonjour. Vous êtes fondateur des Surligneurs, c'est-à-dire c'est un mouvement d'universitaires qui traque les erreurs et les approximations dans le discours politique. Et puis vous faites aussi un podcast sur les idées reçues sur l'Europe qui intéressera notre invité. Et puis Jean-Charles Lajoigny, vous êtes éditeur et Bonjour. Et notre invité, c'est Jean-Noël Barrot. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes député de la 2e circonscription des Yvelines. Vous êtes vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et aussi secrétaire général du MoDem. On va parler justement de politique. On va commencer justement avec votre allié de La République En Marche. Puisqu'on sait maintenant qu'il y a un nouveau président du groupe à l'Assemblée nationale, qui est Christophe Castaner. Il y a eu un deuxième tour assez serré entre lui et Aurore Bergé, qui est votre collègue député des Yvelines. Vous aviez une préférence d'ailleurs, Jean-Noël Barrot, entre l'un et l'autre ? Écoutez, évidemment, moi je siège dans le groupe MoDem, voilà. Donc j'avais pas tellement mon mot à dire dans cette élection, mais je salue la campagne et la performance de ma collègue Aurore Bergé dans les Yvelines, qui a su autour de son nom et de son projet fédérer un grand nombre des députés du groupe La République En Marche, mais qui ont désormais un nouveau président en la personne de Christophe Castaner et qui vont pouvoir se remettre au travail. D'accord. Alors, je vais vous demander quand même votre sentiment aux uns et aux autres sur ce mouvement LREM. On a l'impression que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. D'ailleurs, il va y avoir une réorganisation de la majorité présidentielle. C'est bien la preuve qu'il y a un problème à La République En Marche et peut-être un problème d'entourage du président de la République. Stéphane Monson, c'est pas facile de créer un mouvement de toutes pièces. Non, c'est pas facile. Alors, il y a eu d'autres exemples, enfin, mais en d'autres temps, donc presque, j'allais dire, autre temps, autre mœurs. On se souvient de l'UDF, qui avait été une création... j'allais dire ex nihilo, c'est jamais à partir de rien, mais enfin, une création dans la foulée de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, il y a aussi un autre paramètre qui rend les choses difficiles, c'est qu'aujourd'hui, alors je ne parle pas du groupe parlementaire, mais plutôt du parti, La République En Marche. Les deux ne sont pas sans lien. Les partis politiques aujourd'hui, et spécifiquement en France, c'est quelque chose qui... c'est un concept, c'est une notion qu'il est difficile d'inscrire dans le champ politique et dans le champ social. Le parti politique aujourd'hui, c'est de plus en plus, alors c'est le cas aux États-Unis depuis longtemps, et ça le devient peut-être aussi un peu en France et dans certains États européens, c'est une machine à gagner l'élection présidentielle spécifiquement et législative dans la foulée, mais c'est de moins en moins, ça correspond de moins en moins au modèle des grands partis populaires tels qu'on a pu les connaître naguère en France ou par exemple en Allemagne, etc., avec des militants, des adhérents, etc. Tout cela est considérablement modifié. Donc la difficulté, c'est qu'en effet, vous l'avez dit aussi, il y a un troisième élément, c'est que le président de la République, il apparaît relativement seul. Il y a la question du renouvellement, la question de la recomposition politique qui n'est pas achevée. Tout cela, ce sont des paramètres qui, en effet, rendent les choses très, très compliquées. Jean-Noël Barrot, justement, le groupe MoDem va accueillir une dizaine de députés qui étaient jusqu'ici inscrits à La République En Marche. Est-ce que c'est pas la preuve, au fond, après tout, le MoDem est l'héritier de l'UDF, dont parlait Stéphane Monson, est-ce que c'est pas la preuve quand même que pour qu'un mouvement politique marche, il lui faut quand même une histoire, des structures, des élus et une présence sur le territoire? Écoutez, d'abord, je partage ce qui a été dit, et comme secrétaire général du MoDem, je me pose tous les jours la question de la manière dont les partis politiques peuvent aujourd'hui être utiles et se rendre attractifs pour les Françaises et les Français qui s'en sont d'abord assez largement détournés et qui, par ailleurs, ne leur accordent
pas confiance. Quand on regarde les baromètres de confiance aux institutions, en général, les partis politiques arrivent tout en dernier. Je considère pourtant que les partis politiques peuvent avoir ou retrouver une utilité parce qu'on sent bien qu'il y a dans la société une envie de participer, de contribuer. Je pense que les partis politiques ont pris l'habitude de se faire aspirer par l'urgence je dirais, de l'actualité, du traitement médiatique de l'information et des échéances électorales et ont renoncé à faire le pas de côté nécessaire à une réflexion de plus long terme sur l'avenir du pays. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de lancer au Modem depuis un an, en ayant un vrai chantier de réflexion au long cours qui, je dois dire, recueille beaucoup d'intérêt et d'attention de la part de nos militants et de nos sympathisants. Et s'agissant du groupe En Marche, du groupe Modem, puisque c'était votre question, je dirais avec petite malice qu'il y a dans les députés qui nous rejoignent un grand nombre de personnes qui étaient déjà adhérents du Modem, voire pour certains de l'UDF par le passé, qu'au gré des choses, ils s'en étaient un petit peu éloignés, ou ils avaient décidé de s'inscrire au groupe de La République En Marche au moment de l'élection présidentielle, et ils décident aujourd'hui de quelque sorte de revenir au Modem plutôt que de franchir le pas. C'est donc évidemment une bonne chose pour le Modem, mais ça n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour la majorité, puisque ce sont évidemment dans les gens qui nous rejoignent des gens qui étaient déjà dans la majorité, et de ce point de vue-là, les choses ne changent pas, mais aussi des gens qui étaient plutôt dans l'opposition et qui nous rejoignent aujourd'hui, et ce qui permet de renforcer la majorité présidentielle. On va parler justement de cet élargissement voulu par le président de la République de la majorité. Florence Mercadet, Sophie ? Il y a une particularité sur ce parti politique, c'est qu'il s'est créé quelques mois en fait, avant l'élection d'Emmanuel Macron. Et je pense que c'était vraiment des personnes qui ont voté pour un homme qui n'avait pas nécessairement encore une politique très très claire et des lignes très très claires. Et cette volonté de faire et en même temps fait qu'il y avait des gens qui venaient d'horizons très divers et qui finalement peut-être aujourd'hui ne se reconnaissent pas et ne se retrouvent pas dans la politique qui est menée, ce qui explique effectivement quelques départs de La République En Marche. Et comme vous le disiez justement Patrice, il n'y avait pas de maillage territorial, compte tenu du fait que le parti a été créé il y a 3 ans. Donc il était tout nouveau dans toutes les élections. Et il y a aussi une crise générale des partis politiques. Quand même, le groupe Modem va compter combien de députés avec l'arrivée de ces nouveaux entrants ? On va approcher la 60aine de députés, ce qui permet à la fois de peser dans l'équilibre parlementaire, mais également de conserver une taille raisonnable, ce qui rend l'unité beaucoup plus facile à assurer, et ce qui rend donc, parce que l'unité fait l'attractivité, ce groupe très attractif. Vincent Couronne, justement, il y a cette idée quand même d'élargir cette majorité présidentielle, c'est-à-dire de faire peut-être, enfin si on a bien compris ce que voulait le président de la République, une sorte de fédération comme ça, où chacun peut-être perdrait son identité. Est-ce que pour une majorité, il faut que chacun des soutiens garde son identité, ou est-ce qu'il faut se fondre dans une sorte de nébuleuse ? À votre avis? C'est une vraie question et qui montre que La République En Marche, en fait, c'est un parti politique. Je rejoins ce que disait Stéphane Manson tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un parti, comme beaucoup des partis aujourd'hui, qui sont faits pour remporter des élections. Et quand il s'agit de gouverner, c'est plus compliqué. Donc, savoir quelle est la gouvernance d'un parti ou d'un mouvement politique une fois qu'on est au pouvoir, c'est une vraie question, à savoir comment est-ce qu'on fait, surtout quand on est une formation aussi récente que La République En Marche. Là aujourd'hui, la question de l'élargissement de la majorité d'Emmanuel Macron, en tout cas à laquelle il travaille, c'est en réalité pas un vrai élargissement. Les soutiens soi-disant nouveaux qui ont été apportés récemment, que ce soit Agir, Territoire et Progrès, etc., sont des soutiens en réalité qui existaient déjà auparavant. En fait,
la majorité de Macron, ça va de la gauche au centre droit. Tout ce qu'il a à faire, c'est reconquérir sa majorité. C'est ça le vrai problème. Donc, c'est pas un élargissement par rapport à 2017, c'est simplement essayer de reconquérir la majorité qu'il avait auparavant et qui s'est grignotée quand même un petit peu sur sa gauche. Donc, quant à savoir quelle sera la gouvernance interne de cette majorité-là, ça, pour le coup, c'est difficile à dire, mais je pense que la logique de la Ve République veut que ça serait une sorte de fédération effectivement de tendances, de partis, etc., mais sous l'autorité du président de la République. Jean-Noël des différentes tendances à l'Élysée. Il faut que, par exemple, le MoDem garde son identité ou il faut qu'il se fonde dans une alliance plus grande? Oui, je crois que les mouvements politiques existent et prennent leur sens dans une identité, dans une histoire, vous l'avez dit tout à l'heure, et pour être en contact quotidien avec des militants du MoDem qui ont été auparavant militants de l'UDF ou du CDS et dont les parents étaient militants au MRP, il est évident qu'il y a un attachement fort à une culture, à un socle de valeurs qui serait difficile de dissoudre dans un ensemble vaste, mais ça n'empêche pas évidemment que puissent se nouer des alliances et notamment à l'occasion des scrutins à venir qui donnent corps à cette majorité présidentielle autour du président, sans nécessairement bousculer ou faire fusionner de force les mouvements entre eux. Et vous-même qui êtes le fils de Jacques Barrot, je rappelle, vous êtes évidemment un exemple de cette histoire. Alors, il y a un mot qu'il faut qu'on prononce parce qu'il paraît que ça va être dans les réformes qui vont venir, c'est le mot de proportionnel. Je vais vous demander très vite, alors, chacun, oui ou non, est-ce que vous êtes pour l'introduction de la proportionnelle, Florence Mercadet? À petite dose. Proportionnelle intégrale, sûrement pas, mais il en faut de la proportionnelle, bien sûr. Jean-Charles Lajoigny? Oui. Je suis un peu de l'avis de Stéphane. Pour ce total, ce serait dramatique. Une dose de proportionnelle, c'est bien, parce que je trouve tout à fait anormal qu'une partie de la population qui vote pour des partis qui ne sont pas les partis qui me sont les plus sympathiques ne soient pas assez représentés. C'est toujours dommage. Je pense qu'on doit être représenté à l'Assemblée et voilà. Et après, on voit. Donc, mais je reviens juste une demi-seconde sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais, si on a le temps tout à l'heure, c'est qu'on m'explique la différence programmatique entre La République En Marche et le MoDem. Je ne comprends pas trop pourquoi on passe de l'un à l'autre et je pense que la défiance vis-à-vis des partis politiques, ça tient aussi à ça. On a l'impression que c'est plus qu'une question de personnes et je ne vois pas la moindre différence pour l'instant sur le programme entre le MoDem et La République En Marche. Voilà. Mais il y a d'autres partis. Donc on pourrait... Il y a peut-être une tendance sociale plus forte au MoDem, mais je vais laisser à Jean-Noël Barrot le soin de répondre. Sur ce point-là que vous soulevez, il y a évidemment dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron que nous avons mis en œuvre depuis 3 ans, énormément des propositions qui étaient dans le programme de François Bayrou en 2012. Et ça ne surprendra donc personne que cette alliance se soit formalisée en 2017, puisque sur le fond, il y avait des points de convergence très forts. Il y a, si vous voulez, dans la majorité présidentielle, parfois des dissonances. Nous trouvons à La République En Marche des sensibilités qui sont assez proches de la nôtre. En réalité, le MoDem est à peu près au centre de gravité de la majorité, mais il y a à La République En Marche un panel d'opinions beaucoup plus large et beaucoup plus divers. Je veux répondre aussi sur la proportionnelle. Oui, pour moi, parce que ça, c'est important. Et je dirais qu'il faut une dose de majorité dans le scrutin proportionnel, donc un scrutin proportionnel intégral avec une dose de majorité. Pourquoi ? La première raison a été rappelée par Jean-Charles Lajoigny, c'est inacceptable d'avoir un Parlement dans lequel les oppositions ne sont pas représentées. Et je comprends très bien que les Français se désintéressent du débat parlementaire dès lors que le Front National, les Verts n'y sont pas représentés. Et il faut évidemment remédier à ça, sans quoi le Parlement tournerait à vide. Et il y a une deuxième raison qui est vraiment très importante, c'est que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec le quinquennat, l'inversion du calendrier, le fait majoritaire est si fort que personne
ni l'opposition ni la majorité n'a intérêt à composer, n'a intérêt à faire des compromis, n'a intérêt à chercher des consensus. La majorité qui arrive pléthorique en début de mandat n'a aucun intérêt à écouter les critiques parfois constructives des oppositions, et les oppositions ont intérêt, elles aussi, à taper le plus fort possible en attendant leur tour, c'est-à-dire le tour d'avoir un président de la République élu et ensuite leur propre majorité pléthorique. La proportionnelle, ça change les règles du jeu et ça pousse au consensus. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important pour le pays. Stéphane Monceau, ça va être une autre façon de gouverner, parce que justement, au lieu d'être majorité contre opposition, on va être obligé de rechercher, comme disait Jean-Noël Barrot, des consensus, de faire des accords, peut-être sur des projets précis, peut-être avec des majorités différentes selon les projets. Oui, alors ça, c'est très différent de l'histoire de la Ve République qu'on a connue. Oui, deux observations. Ça, c'est une conception idéale. Je n'ose pas dire idéaliste. C'est une conception idéale que je partage d'ailleurs. Oui. Les majorités d'idées, les majorités de projets. Un peu ce qui se passe en Allemagne. Un peu ce qui se passe en Allemagne, mais j'allais dire là aussi, il y a une dimension culturelle, de culture politique qui est décisive. On cite toujours l'Europe du Nord. Oui, il y a ce genre de fonctionnement parlementaire. Et puis ma seconde observation, c'est que, Vincent Couronne réagira peut-être, mais au Parlement européen, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas vraiment de bloc majoritaire, si vous voulez. Il y a sur chaque dossier, sur chaque délibération, une majorité à trouver avec des négociations, avec des compromis qui ne sont pas forcément équivalents à des compromissions. Donc ça, c'est bien quand ça fonctionne. Mais il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne et il faut pour cela que tous les esprits y soient disposés et préparés, ce dont je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne suis pas certaine que... Je suis pas certaine que ce soit dans le logiciel français. Tout ce qui peut être compromis, discussion, ouverture. Et on est vraiment dans une opposition, ne serait-ce que si on voit sur les partis politiques, sur les syndicats, on a beaucoup de mal en fait à faire avancer les gens sur des négociations et des compromis. Et les expériences qu'on a, Jean-Noël Barrot, et c'est pour ça peut-être que la proportionnelle, à part en 86, me semble-t-il, n'a jamais été reprise, c'est l'expérience de la Troisième et de la Quatrième, et surtout de la Quatrième République, et de l'impuissance gouvernementale, du coup des majorités qui se défaisaient, des gouvernements qui duraient 3 jours, quoi. Il y a aussi cet historique-là qui reste dans la tête et qui a été d'ailleurs condamné beaucoup par les gaullistes. Oui, mais vous pouvez imaginer un scrutin comme celui de 86 qui laisse une prime majoritaire, donc qui permet à une majorité de se détacher, mais qui à la fois impose, exige de l'exécutif et de la majorité d'être un peu plus attentif à ce que disent les oppositions, sans quoi elles risquent d'être battues sur certains textes. Et je crois que ça, c'est vraiment important. J'ajoute une raison que je n'ai pas citée tout à l'heure, mais c'est aussi une manière de renforcer le Parlement. Et comme parlementaire, je ne peux que m'intéresser à cette question-là, puisque dès lors que je dirais que la majorité nécessite un traitement beaucoup plus, je dirais, attentif, ou en tout cas que la majorité sur les textes nécessite un traitement plus attentif de la part de l'exécutif, la contrepartie, c'est évidemment que le Parlement retrouve un petit peu d'oxygène, retrouve un petit peu de poids face à un exécutif qui, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, a essentiellement la main sur l'agenda législatif et peut dérouler sans nécessairement tenir compte du Parlement. Ce qui a pour conséquence, et j'en reviens à mon premier point de tout à l'heure, de jeter un discrédit sur le Parlement. Et on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, où les cortèges passant à proximité de l'Assemblée nationale sifflaient et conspuaient le Parlement. Et je ne parle même pas du Sénat, dont les Gilets jaunes espéraient qu'il soit supprimé, ni du Conseil économique, social et environnemental, dont, à mon avis, ils considéraient déjà qu'il n'existait pas. Voilà. Alors, je vais devoir vous libérer dans quelques minutes. Donc, on va reparler politique tout à l'heure, mais je voudrais avoir quand même votre sentiment de vice-président de la Commission des finances, d'économiste. Sur le plan de relance, on a eu les chiffres de l'INSEE, c'est-à-dire 715 000 emplois supprimés depuis le début de l'année en France, qui ont disparu.
l'INSEE calcule que le PIB aura une baisse de 9% cette année. Est-ce que vous pensez que le plan de relance qui a été annoncé de 100 milliards quand même sera suffisant pour contrecarrer cette situation qui est due en effet à la crise sanitaire? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le plan de relance qui succède à, je dirais, à des mesures d'urgence qui ont été prises depuis le mois de mars, je pense à l'activité partielle, je pense évidemment aux prêts garantis par l'État qui ont déjà été ont constitué un ballon d'oxygène considérable pour les entreprises, qui le reconnaissent d'ailleurs. Ce plan de relance, il vient donner de nouvelles perspectives aux entreprises pour réamorcer l'activité, tout en se donnant comme objectif de transformer l'économie française pour la protéger des risques émergents, avec évidemment la question de la transition écologique, la question de la souveraineté économique et de l'indépendance, et puis la question de la cohésion et notamment de la lutte contre le chômage et de la formation des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc je trouve que la philosophie du plan de relance est la bonne, son ampleur est aussi la bonne, dans le sens où nous avons vraiment quelque chose qui est très largement supérieur à ce qui avait été fait en 2008 et qui touche, je dirais, l'intégralité des secteurs ou des agents économiques qui ont été impactés par la crise. Et puis, je dois dire aussi que je salue la méthode, puisque seront mis en place des comités au niveau du gouvernement, mais aussi dans les régions au niveau local, de suivi de ces mesures. Je pense qu'il faudra sans doute ajuster un petit peu les choses. Si je prends un exemple, ce sont les aides pour le recrutement, les primes à l'embauche qui concernent les jeunes de moins de 26 ans dans le plan. Faudra-t-il étendre le bénéfice de la prime à l'embauche à des jeunes de plus de 26 ans? C'est une question qui se pose, il faudra regarder à l'usage, mais le gouvernement a bien l'intention, et le Parlement aussi, d'assurer un suivi hebdomadaire, si ce n'est quotidien, du déploiement de ces mesures pour vérifier si des ajustements sont nécessaires. Une dernière question avant de vous libérer définitivement, et puis après on va reprendre le débat, mais là il y a un conseil de défense qui va annoncer des mesures dont on dit qu'elles sont assez sévères pour protéger la santé des Français face à la Covid. Mais comment arbitrer justement entre cette nécessaire protection de la santé des Français et l'impératif aussi de faire reprendre la vie économique, la vie culturelle, la vie sociale, parce qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas se reconfiner comme on l'a fait. Quelle est la bonne règle à prendre? C'est une très bonne question qui se pose au président de la République, au Premier ministre, qui sont effectivement sur une ligne de crête. J'ai, comme de nombreux élus, participé le week-end dernier au forum des associations dans ma circonscription. J'ai participé il y a 10 jours à la rentrée des classes, et j'ai bien vu et j'étais assez admiratif, je dois dire, que les Françaises et les Français ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation pour préparer cette rentrée, et j'espère vivement que la dégradation de la situation sanitaire ne viendra pas mettre des bâtons dans les roues de cette, je dirais, reprise encadrée que chacune et chacun a eu à cœur de préparer pendant l'été, avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme. Mais il faut évidemment éviter une reprise très forte de l'épidémie, et éviter, je dirais, de nous retrouver dans la situation de certains pays, et je pense aux États-Unis. J'ai beaucoup de peine pour les États-Unis aujourd'hui, qui sont coincés entre les incendies et la situation sanitaire, où faute d'une gouvernance efficace et d'une main ferme en matière sanitaire, le pays se retrouve face, à mon avis, à des risques importants de déclassement durable de certaines zones géographiques. Et donc, il faut quand même réagir vite et fort, mais de manière ciblée, pour étouffer l'éventualité d'une deuxième vague, et permettre, je dirais, à cet élan que j'ai senti personnellement dans les associations, dans les écoles, dans les entreprises, de se poursuivre, même si il doit se poursuivre dans le respect des gestes barrières.
Vous avez raison d'employer l'expression ligne de crête, parce que c'est en effet un arbitrage difficile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Noël Barrot. On va continuer cette émission. Merci et à très vite pour une autre émission. Merci beaucoup, Jean-Noël Barrot. Justement, on va peut-être revenir un peu à la politique. Si vous restez... vous pouvez... Non, il est parti. On va revenir peut-être à la politique. Oui, Jean-Charles, par exemple, sur cette proportionnelle, vous dites une petite dose, mais c'est quoi là aussi le bon arbitrage? Moi, je pense que le bon représenté, mais est-ce qu'on veut que tout le monde soit représenté en fonction du nombre de votes qu'ils ont, et dans ce cas-là, c'est la proportionnelle intégrale, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait une petite représentation pour des partis? Comment on fait? Ça c'est un problème, j'allais dire, presque technique, sur lequel je n'ai pas bien évidemment les compétences pour répondre très, très intelligemment, mais il me paraît que la proportionnelle totale serait probablement une erreur, et qu'on a vu même historiquement comment ça se passait, et que c'était probablement pas la bonne idée. Mais en revanche, tout le problème est un problème politique, c'est de savoir quelle est la dose acceptable et intéressante de proportionnel à mettre en place. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que tout le monde puisse être représenté, enfin tout le monde, toute proportion gardée, mais que tous les partis puissent être représentés. Effectivement, intellectuellement par moments déplaisant de savoir que certaines personnes pourraient faire leur entrée à l'Assemblée, ça ne fait pas forcément plaisir, mais il y a déjà des gens qui ne sont pas très attirants à l'Assemblée, donc un peu plus ou un peu moins, c'est pas très grave. Et voilà, mais je trouve ça important que tous les partis politiques qui ont un socle électoral et une emprise en France puissent être représentés et ne pas être soi-disant exclus, ce qui leur donne matière à se plaindre à longueur de journée, à se flageller. Et là, on voit bien que quand tous ces partis politiques, quand tous ces gens ont des députés, etc., ils se font toujours plus discrets, parce que c'est tellement facile de critiquer. Mais une fois qu'on est aux affaires, ou qu'on peut donner son avis, qu'on demande vraiment de voter ou pas une loi, là, on voit un peu les gens souvent se déballonner. Et donc, je pense que l'arrivée à l'Assemblée, c'est souvent aussi un moment de vérité pour ces partis, pour les Français qui peuvent regarder comment ça se passe. Vincent Couronne, justement, Stéphane Monson faisait allusion au Parlement européen. Là, c'est une proportionnelle intégrale. Et ça marche comment? C'est des majorités d'idées qui se constituent? Alors, au Parlement européen, Stéphane Monson a raison, hein, ça fonctionne plutôt bien. On a une proportionnelle qui est là, pour le coup, effectivement intégrale. Et c'est pour ça que moi, pour le système français, s'il fallait réformer le Parlement en France, moi, je dis allons-y carrément, en faisant une proportionnelle intégrale aussi, parce qu'en réalité, c'est pas en mettant, en dosant plus ou moins qu'on va faire en sorte qu'il y ait des tout petits partis qui vont pouvoir bloquer ou quoi que ce soit. C'est en prenant exemple sur ce que fait le Parlement européen, en réalité, en fixant des seuils pour constituer les groupes politiques. C'est-à-dire qu'au Parlement européen, vous avez à peu près, alors qu'on a une proportionnelle intégrale, le même nombre de groupes politiques qu'à l'Assemblée nationale française. Pourquoi? Parce que pour constituer un groupe politique au Parlement européen, il faut un seuil important de députés, ce qui fait que vous n'avez pas de tout petit groupe qui peut, dans une coalition, bloquer. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que, effectivement, dès lors qu'aucun parti n'a la majorité à lui seul, il y a forcément une coalition qui se constitue en début du mandat à la législature du Parlement. Et l'avantage de cette coalition, c'est qu'elle comprend un contrat de gouvernement, un peu comme en Allemagne. Et ce contrat de gouvernement, à partir du moment où les différents partis l'ont signé, on peut être quasi certain qu'à la fin de la législature du Parlement, il sera rempli, ce contrat. Et c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Je pense que maintenant, avec le recul de l'expérience à la fois du Parlement européen et de l'Allemagne, on sait que la proportionnelle, alors intégrale au Parlement européen, en Allemagne, c'est un peu plus compliqué, mais intégralement, on sait que ça peut fonctionner. Et la comparaison avec la 4e République, pour moi, elle n'est pas vraiment pertinente, parce que déjà, on avait un contexte bien différent d'après-guerre sous la 4e République qui faisait que le pays n'était pas dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Et puis, surtout, on avait une situation sous la 4e où le droit de dissolution n'était
était quasiment inefficace pour discipliner les députés. Aujourd'hui, en France, la dissolution, elle est bien utilisée et c'est un outil qui permettrait de discipliner une majorité. Et autre chose aussi qui fait que je trouve que la comparaison avec la 4e, elle a des limites, c'est que on critique souvent la 4e pour son instabilité. C'est vrai qu'on dit qu'en 12 ans, on a eu 21 gouvernements, etc. Bon, c'est terrible, peut-être, mais en attendant, la 4e République, après la Seconde Guerre mondiale, c'est la République qui a reconstruit la France, assuré l'autonomie alimentaire de la France, lancé les bases de la construction européenne, quand même, parce que le traité CECA, du charbon et de l'acier, Robert Schuman, Jean Monnet et le traité de Rome, tout ça, c'est la 4e République. Et donc voilà, donc c'est pas parce que la République est instable qu'elle est forcément paralysée, en tout cas pas sur tous les sujets. Voilà, donc en tout cas, moi je dis proportionnel intégral avec un seuil élevé. Parce qu'il faut qu'on passe un peu plus vite. En un mot, je vous interroge tous. La proportionnelle telle que l'a définie Vincent Couronne, on est encore dans la 5e République ou pas, Stéphane? Proportionnel intégral, non. 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 Florence? Intégrale, non. Intégrale, non. Jean-Charles? Probablement non, mais je voudrais juste ajouter une chose. Je ne suis pas absolument persuadé que les références constantes que font Stéphane Manson et Vincent Couronne à l'exemple européen soient de nature à enthousiasmer les Français. Voilà. Curieux, intellectuellement, c'est sûrement très intelligent, mais pour ramener les Français vers la politique et vers l'Assemblée, dire c'est merveilleux ce qui se passe au Parlement européen, j'ai des doutes. Voilà, vous avez des doutes peut-être parce que les Français sont relativement mal informés sur l'Europe. Parce que peut-être que c'est un modèle en effet. Peut-être qu'il vaudrait mieux les informer et sur ce qui se passe vraiment en Europe et qu'ils auraient peut-être un jugement différent. On va passer à deux personnages. Deux personnalités qui ont fait parler d'elles dans les derniers jours, deux personnalités qui viennent de la droite. Christian Estrosi d'abord, qui dit c'est pas la peine d'avoir un candidat de droite aux élections prochaines, puisqu'il y en a déjà un, il s'appelle Emmanuel Macron. C'est un bon soutien pour Emmanuel Macron ou c'est un enfermement à droite? Jean-Charles? Alors, très honnêtement, sur le fond, je pense qu'il a totalement raison. Enfin, je veux dire, on voit bien le problème de la droite à trouver, non pas un candidat, mais un candidat qui a éventuellement un programme. Parce que, à part sur la sécurité, je ne vois pas un papier à cigarette entre ce qu'on peut imaginer être le programme de la droite et celui d'Emmanuel Macron, effectivement. Donc ça, c'est une certitude. Après, sur la façon, c'est peut-être pas très délicat de la part d'Estrosi de torpiller un peu son parti. Alors, bon, ça serait assez facile de dire qu'il cherche là un poste de ministre, qu'il a... voilà. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas fondamentalement idiot de dire, voilà, quelle idée saugrenue d'essayer de trouver... Il n'y a personne à droite pour l'instant. Bon, on a le temps de trouver... Enfin, la droite a le temps de trouver quelqu'un, mais c'est vrai que pour l'instant, on voit pas bien. Donc, pourquoi pas? Je signale que Christian Estrosi lancera le 22 septembre prochain son mouvement. Alors, il a déjà un mouvement qui s'appelle la France Audacieuse, qui est un mouvement d'élus, mais qui va devenir un mouvement politique. Il le lancera à Saint-Germain-en-Laye. À Saint-Germain-en-Laye. avec notamment Arnaud Péricard, qui est maire de Saint-Germain-en-Laye, et qui est aussi dans le mouvement de la France Audacieuse. Oui, sur Estrosi, est-ce que c'est un bon soutien ou un enfermement de Macron? Je pense que c'est pas forcément un bon soutien. C'est essayer de marquer, effectivement, Emmanuel Macron vraiment à droite. On le tire vers la droite et on essaye de lui sucrer le et en même temps et le glissement vers une gauche plus sociale. Oui, sauf que... Mais c'est un bon soutien en même temps, c'est le maire de Nice, c'est des maires... voilà. Oui, c'est important aussi. Hein. J'allais vous dire, je n'ai même pas lu son livre, qu'il a sorti il y a, je crois, 25 ans, dont j'ai oublié le titre. Je sais qu'il y avait un livre qui avait été écrit sur lui qui s'appelait Le Motodidacte. Voilà, c'est ça, Le Motodidacte. Mais c'est pas... Oui, c'était pas une autobiographie, c'était une biographie, en effet. De Philippe Reynard. Et voilà, donc le Motodidacte. Moi, sauf qu'en effet, je ne crois pas que ce soit tellement un enfermement, parce que vous avez quand même un peu plus d'un tiers des Français qui se disent de droite aujourd'hui. Oui. Donc, l'élection présidentielle se gagnera plutôt sur la droite, plus que sur la gauche. Vincent Couronne, c'est un bon... Parce qu'il y a Christian Estrosi, mais il y a un grand nombre de maires et de maires importants dans ce mouvement. Donc c'est aussi un soutien territorial. Hein. C'est pas négligeable dans une élection présidentielle.
Oui, moi je suis plutôt d'accord avec ce que dit Florence, c'est-à-dire que c'est un soutien qui pourrait s'apparenter presque un peu à une sorte de, non pas aller jusqu'à dire que ce serait le baiser du diable, mais c'est un peu un cadeau empoisonné parce que ça marque effectivement Emmanuel Macron à droite et Christian Estrosi, c'est une droite qui est un repoussoir pour la gauche. C'est pas la droite Édouard Philippe. S'il accepte le soutien d'Estrosi, il se coupe de sa partie à gauche et là pour le coup, ça redonne de l'espoir à la gauche pour 2022. Oui, il peut y avoir au deuxième tour, en effet, un représentant de la gauche écologiste qui soit au deuxième tour, plutôt peut-être que Marine Le Pen, on verra. Autre personnalité de droite qui a fait parler d'elle, mais dans un sens un peu contraire, c'est Monsieur Barouin, maire de Troyes, dont beaucoup disaient, voilà, ça serait le candidat idéal justement des Républicains. Bon, il ne l'a pas dit fermement, mais enfin, on a bien compris que ça ne le tentait pas beaucoup de se présenter aux élections présidentielles. Il a même eu cette réflexion en disant, mais il faut être un peu psychologiquement atteint pour dire un jour, je veux être président de la République. Et c'est pas une analyse que vous partagez, ça, Florence ? Vous qui êtes psychologue. Oui, enfin, plutôt avocate que psychologue, mais... oui, je pense qu'il faut avoir, pour avoir une telle ambition, il faut avoir un ego peut-être probablement surdimensionné. Et un ego surdimensionné fait que, voilà, on peut peut-être avoir un petit grain dans le cerveau. Et oui, je pense qu'il faut être un peu fou, oui. Jean-Charles, vous serez bien présenté, vous. Non pas être psychologiquement curieux, comme le dit Barouin, mais comme j'aimerais que Barouin le dise, il faudrait surtout avoir des idées. Or, Barouin, ça fait des années qu'on ne l'entend pas. C'est probablement le sorte de Michel Drucker de la politique. C'est Jean Péal. Il est beau, il est propre, il est mignon. Mais est-ce qu'on l'a entendu sur un seul problème de société depuis des années ? Rien. Est-ce qu'on entend donc heureusement qu'il semble ne pas vouloir se présenter, parce que ce serait une catastrophe absolue pour la droite. Quelqu'un qui n'a pas d'idée, que rien n'a fait réagir depuis plus de 5 ans. Quel serait l'intérêt ? Là, je ne vois pas bien. Donc, alors il peut se réfugier derrière. Il faut être psychologiquement curieux pour être président de la République. Je trouve que c'est méprisant pour le poste de président de la République, qui est quand même probablement le premier boulot intéressant et le truc absolument extraordinaire à faire. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment une façon de se démarquer qui est assez curieuse. Je préférerais que Barouin ait des idées plutôt que des petites piques comme ça qui ne veulent pas dire grand-chose. Bon, un peu plus présent une fois qu'il a dit ça. Vincent, vous trouvez que... Est-ce qu'on a compris hein, pour Jean-Charles, vous ne le portiez pas vraiment dans votre cœur, c'est un euphémisme. Vincent Couronne, il faut être un peu atteint psychologiquement pour se dire je veux être président de la République. C'est difficile en fait de savoir véritablement ce qu'il pense parce qu'on n'est pas dans sa tête. Et puis comme dit Jean-Charles, c'est vrai, il parle très peu, il s'exprime peu. Et même en tant que président de l'association des maires de France, on l'a assez peu entendu. Écoutez, oui, il y a peut-être une question personnelle. C'est vrai que faire de la politique, c'est déjà un sacrifice personnel. Et se présenter à l'élection présidentielle, on peut très bien faire un choix, se dire bon, il y a la vie de famille, il y a tout un tas d'exigences personnelles qui font qu'on ne peut pas assumer ce genre de choses. Et puis après, sur la question de sa notoriété et de ses chances d'y arriver, je suis assez d'accord avec Jean-Charles. François Barouin, c'est pas quelqu'un qui est un leader d'opinion comme on peut en avoir à droite, et donc il sera très vite accusé d'être simplement le réceptacle d'un programme et de différentes chapelles, etc. Sachant que Barouin, c'est pas non plus un exemple de charisme. Voilà, c'est sans doute tout un tas de choses. Ou non, mais c'est sûr, on disait toujours, il était mignon à l'époque, on l'appelait Harry Potter quand il était ministre la première fois avec ses petites lunettes rondes. Mais bon, voilà, je vois sa photo derrière vous, Patrice, et je constate qu'il a pris un peu un coup de vieux. Et je pense que voilà, ça. Mais qu'est-ce que vous avez contre ce pauvre François Barouin Je n'entends plus, mais.
J'espère que vous ne dites pas du mal de moi, Non, mais ni de, non, je disais, ou de qu'est-ce François que vous Baroin. avez contre ce pauvre François Baroin. Stéphane Monson, juste encore une dernière question sur cette psychologie et la présidence de la République. C'est vrai que quand François Hollande a dit « je voudrais être un président normal », tout le monde s'est écrit « comment on peut pas être normal si on est président ?» C'est vrai qu'il y a une sorte d'anormalité. Bien sûr, non, mais c'est-à-dire que l'un des gros problèmes de François Hollande, et ça n'a pas été le seul, ça a été de prendre pour référence obsessionnelle Nicolas Sarkozy, de faire de l'anti ou du contre Nicolas Sarkozy. Et il aurait dû s'en émanciper, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Donc en effet, il ne faut pas être un personnage tout à fait entre guillemets normal, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour avoir l'idée un jour de se dire je veux devenir président de la République. On ne peut pas circuler en scooter, par exemple. Par exemple. Oui, par exemple. Et puis on ne peut pas dire plein de choses. Oui, mais quoique aujourd'hui, avec le masque, puisqu'il est obligatoire en scooter. Alors, on va clore ce chapitre politique et on va passer à ce procès de l'attentat de Charlie. À l'occasion de ce procès, Charlie Hebdo a décidé de republier les caricatures de Mahomet, qui avaient été les caricatures qui avaient provoqué l'attentat de janvier 2015. Je vais vous demander d'abord une réponse rapide. À votre avis, c'est une bonne idée ou pas de republier ces caricatures? Oui. Oui. Excellente. Excellente. Jean-Charles? Absolument Oui, indispensable, oui, bien sûr, bien évidemment. absolument. Aucune hésitation. D'accord. Ils ont eu bien raison. Et je suis d'ailleurs assez content que plus de 200 000 exemplaires du journal aient pu se vendre à cette occasion, et peut-être plus, ils l'ont, j'espère, retiré, et que voilà, ça prouve qu'il y a quand même des gens qui sont attachés à cette liberté fondamentale qui est exprimée, enfin, qu'on voit par la publication de ces caricatures qui sont indispensables. Indispensable, oui, mais de là à les republier. Après tout, est-ce qu'on peut pas imaginer que des gens puissent être touchés, blessés, dans ce qu'ils considèrent comme ayant de plus cher en eux? Je veux dire, c'est aussi un raisonnement qui peut s'entendre. Bien sûr, il y a des gens qui sont... Certainement. Il y a des gens qui sont touchés, blessés, il y a des sensibilités qui sont atteintes, mais le pluralisme, c'est ça. Nous ne sommes pas dans une démocratie des sensibilités. Dès lors que ma sensibilité est atteinte, eh bien, je prends sur moi, j'essaie d'opérer, comme on dit, une certaine forme de résilience, mais j'admets qu'on puisse ne pas penser comme moi, et surtout, j'admets que l'on puisse critiquer, railler, moquer ce en quoi je crois parfois de manière très, très sincère et très profonde. C'est ainsi. Et ces nouvelles publications, c'était le moment. Évidemment, j'ai acheté ce numéro, et je vais même vous dire, je suis en train d'encadrer la couverture pour... la page de couverture pour l'accrocher dans mon bureau à la faculté, parce que j'ai aussi d'autres publications de ce type, non pas seulement sur les caricatures de l'islam. Il y a eu un numéro l'an dernier sur la pédophilie dans l'Église catholique avec un dessin que je trouve assez savoureux et que j'ai affiché aussi. Donc tout cela, ce sont de mon point de vue des questions non négociable. En effet, ça blesse. La caricature, elle est là pour cela. Elle est notamment faite pour cela. Pas pour blesser, mais en tout cas pour appuyer là où ça fait mal. Le pluralisme, c'est aussi parfois prendre sur soi, et puis pour autant la vie continue. Alors il y a eu quelques imams qui ont eu des réflexions intelligentes, l'imam de Bordeaux, le recteur de la mosquée de Paris, qui pour l'un appelle à l'indifférence, pour l'autre encourage au contraire la société française à continuer, à caricaturer, à railler, à avoir un discours excessif. Mais nous ne sommes pas, encore une fois, dans la démocratie des sensibilités, nous sommes dans un état de raison. La raison et la sensibilité, ce sont deux choses différentes. Alors, il y a quand même une question, puisque vous soutenez, au fond, les caricatures. Il y a eu une autre caricature dans un journal qui s'appelle Valeurs Actuelles, qui est celle de la députée Danielle Obono, qui est une députée de la France Insoumise, qui a été caricaturée en esclave, et ça a provoqué évidemment des réactions de
condamnations, beaucoup de condamnations et de soutien à Daniel Obono. Est-ce que, alors là aussi en un mot, puis peut-être on va faire un débat si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous considérez que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut caricaturer, si on peut caricaturer Mahomet, est-ce qu'on peut faire cette caricature dans Valeurs Actuelles de Daniel Obono? C'est pas une caricature. Votre avis, c'est pas une caricature? Non, pour moi, c'est pas une caricature. Je sais pas si vous voulez faire le tour. On va faire le tour. Non, c'est autre chose. C'est très différent. Ouais. Très différent. Jean-Charles? Bien sûr que c'est une caricature. D'abord, c'est une illustration d'un papier qui est une fiction, un feuilleton de l'été dans Valeurs Actuelles. Alors, c'est un feuilleton. On a vu la semaine d'avant, je crois que c'était François Fillon qui était grimé en bourgeois absolument grotesque. Jean-Charles. Pardon. Alors, non, pour vous, si on caricature l'un, on a le droit de caricaturer l'autre. Je voudrais on va peut-être faire un duel entre vous et Florence. Donc, expliquez-nous pourquoi, pour vous, ce qui est le dessin de Daniel Obono est tout à fait justifiable, comme sont justifiables, selon vous, les caricatures de Mahomet. Mais c'est tout à fait justifiable parce que j'entends déjà l'argument de Florence qui va nous dire c'est pas de bon goût, c'est raciste, etc. Peu importe, c'est pas spécialement raciste, c'est effectivement pas de bon goût, mais je pense que le débat ne peut pas être sur le bon goût des choses. C'est-à-dire que, pour élargir un peu le débat, quand sur France Inter, à une heure de grande écoute, il y a un chanteur relativement médiocre qui nous dit et qui clame pendant 2 minutes et demie « Jésus est pédé, alléluia, Jésus est pédé », le CSA trouve ça très bien. Et le CSA ne trouve rien à redire ça. Et je trouve ça normal. Moi, ça ne me plaît pas, cette chanson, mais c'est pas grave. Ça ne me plaît pas, si on fait appel à mon goût et à mon sens du discernement, ça ne me plaît pas de voir Daniel Obono, que pourtant j'ai en assez peu d'estime, avec ses attributs d'esclave. Bien évidemment, c'est pas bien, mais le bon goût n'a rien à voir là-dedans. Les caricatures de Charlie Hebdo, la plupart du temps, ne sont pas de bon goût non plus. Mais il y en a qui me font rire, il y en a qu'effectivement j'accrocherai avec plaisir dans mon bureau, et puis il y en a d'autres que je ne veux même pas voir. Mais je suis prêt à me battre pour que tout le monde ait le droit de faire ça. Et j'ajoute enfin que tout le monde critique, parce que c'est Valeurs Actuelles, la même chose serait passée dans un autre journal, alors là on n'aurait absolument rien dit. Parce qu'effectivement, c'est un journal de droite extrême vont dire certains, qui n'ont peut-être pas lu assez pour avoir un jugement autorisé là-dessus. Mais voilà, c'est le droit à la critique, c'est le droit à la caricature, c'est le droit au dessin. C'était une fiction, la fiction de l'été, voilà, qui replaçait les personnages politiques. Ce qu'il faut savoir, hein, ça replaçait les hommes politiques dans un contexte historique qui était propre à leur histoire, etc. On s'est moqué de Fillon, on s'est moqué de Sarkozy, ils se sont moqués de tout le monde. Voilà, bon, alors effectivement, ils sont moqués de Bono. Bon, ben, c'est pas un drame. Et encore une fois, moi, ça ne me plaît pas comme genre d'attitude, mais mon goût importe peu. Si on commence, je rejoins tout à fait Stéphane Manson. On n'est pas dans la démocratie de la sensibilité ou même de la sensiblerie. On n'a pas à dire, bah non, ça c'est choquant, il faut pas. Parce que sinon, on est en train vraiment d'arriver dans une société tellement polissée, on ne pourra plus rien dire. C'est déjà très limité, à part ici. Effectivement, on peut s'exprimer sans problème, mais sinon, arrêtez de vouloir mettre des sanctions, des barrières et des limites à tout. Ce dessin est effectivement de mauvais goût, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Réponse de Florence Mercadé choquée. Alors, il n'est pas question de bon goût ou de mauvais goût. Qu'est-ce que c'est qu'une caricature? Il faut peut-être repartir sur une définition. Une caricature, c'est de grossir des traits, que ce soit physiquement ou sur le comportement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où Balladur avait été croqué comme un petit marquis. Bon. Donc, c'est grossir, voilà, chaise à porteur. Donc, c'est grossir des comportements ou des traits physiques, mais avec humour et de manière ironique. Ce qu'on voit dans Charlie Hebdo, puisque voilà, on est vraiment dans la caricature pour faire rire. Alors ça fait rire certains, mais pas d'autres. Et je tiens à signaler aussi que Charlie Hebdo a aussi été poursuivi sur certains dessins il y a quelques années, justement sur ces problématiques éventuellement de discrimination ou d'atteinte à la personne. Donc eux aussi peuvent en faire les frais. Là, en l'espèce, quand on regarde le dessin de Madame Obono, en rien c'est une caricature, parce que ce n'est pas Madame Obono qu'ils attaquent,
puisqu'ils ne l'attaquent pas sur un problème politique ou sur un comportement de sa personne. Ils la remettent dans un contexte d'esclavage, et pour moi, ça n'est pas du tout une caricature. Je tiens aussi à relever ce que vous disiez, que ça fait partie d'une saga de l'été. Simplement, quand on reprend la bande dessinée de cet été qui a sous-tendu ce dessin par Valeurs Actuelles, en fait, ce qu'ils expliquaient dans cette bande dessinée, c'est que finalement, les Africains sont aussi coupables que les Blancs dans l'esclavagisme. C'est-à-dire que c'est eux qui livraient les Africains mais à la demande des Blancs, évidemment, mais qu'eux aussi ont participé à l'esclavagisme. Ce qui est une façon particulièrement curieuse et dévoyée de parler de l'esclavagisme. Et donc c'est dans ce contexte qu'ils ont repris ce dessin, qui purement est un dessin raciste. Et d'ailleurs, il y a une enquête qui est ouverte par le parquet. On verra sur quoi ça va déboucher. Mais je trouve ce dessin particulièrement scandaleux, que ce n'est pas une caricature et que c'est ultra raciste et que ça doit être condamné. La conclusion du président Manson. On est toujours président de quelque chose. Ah, oui, oui. Mais là, Monsieur le président Manson. Oui. Nous avons récupéré Vincent. Voilà. Ah ben Vincent est de retour. J'ai toujours la parole. Oui, bien sûr. Oui. Monsieur le président. Oui. Je crois qu'il y a aussi une distinction à faire. Parce que Charlie Hebdo, même si parfois Charlie Hebdo utilise des caricatures de personnes ou de personnages, c'est la caricature d'un dogme, très souvent. Les dogmes religieux. Et il y en a pour tout le monde. Hein. Les 3 religions du livre sont assez copieusement caricaturées, critiquées, mises en cause de manière plus ou moins comique. Et en effet, ce n'est pas une question de bon goût, c'est souvent de très mauvais goût. C'est parfois drôle, parfois pas du tout. Mais le judaïsme, l'islam et le catholicisme en ont pour leur compte. Chacun son tour. Là, ici, ce n'est pas la critique d'un dogme, ce n'est pas la mise en cause d'une idée, c'est la mise en cause d'une personne, et ça change tout. Et je rapprocherai cela de... souvenez-vous, quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, il y avait en même temps les questions relatives au fait de savoir s'il fallait laisser Dieudonné dire son spectacle. Alors spectacle, on en pensera ce qu'on voudra, enfin qui est plutôt un acte militant beaucoup plus qu'un spectacle, qui tournait dans toute la France et des arrêtés préfectoraux ou municipaux interdisaient. Et donc la question s'est posée, 2 poids 2 mesures, pourquoi est-ce qu'on encense Charlie Hebdo, pourquoi est-ce qu'on censure Dieudonné? Parce que le premier s'attaque, Charlie Hebdo met en cause des dogmes, des idées, alors que le second, Dieudonné, raille, moque des gens. Du fait de leur appartenance à une religion, à des mouvements d'idées, etc. Donc c'est pas la même chose. Et j'ajouterai enfin pour terminer donc il faut faire une distinction entre les idées et les personnes. Bien sûr, D'accord. Bien sûr. Et pour terminer, j'ajouterais que il y a, pardonnez-moi de parler de questions juridiques, mais il y a dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la juridiction sans doute la plus en pointe, si vous voulez, sur ces questions de liberté d'expression, parce que c'est souvent là que se terminent les instances qui se déroulent notamment en France et dans les autres États du Conseil de l'Europe. Eh bien, du côté de la Cour européenne des droits de l'homme, on voit que cette distinction, elle est très, très fortement ancrée. Je peux, autant que je veux, mettre en cause, critiquer dans l'ordre des idées, dans l'ordre du discours, des dogmes politiques, des dogmes religieux, des dogmes sociaux. En revanche, ce que je ne peux pas faire, c'est mettre en cause des gens parce qu'ils pensent telle ou telle chose, parce qu'ils appartiennent à telle ou telle tendance ou ethnie, etc. Et la Cour avait par exemple condamné un magazine néerlandais, je crois, qui représentait un adepte de l'islam, un musulman qu'on reconnaissait tout à fait, il y avait le turban, etc., qui se trouvait, je n'ose pas décrire la scène exacte, qui se trouvait en fâcheuse posture avec un porc. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé la condamnation, parce que là, je mets en cause quelqu'un. Je ne mets pas en cause une idée. Je ne raccroche pas cette personne à un concept. Donc là, ça n'est plus en effet de la caricature. Je voulais juste rajouter que c'est pas la personne, en fait, qui est caricaturée, c'est le fait qu'elle est noire.
C'est pas elle sur Bien ses sûr. idées, etc. C'est juste parce qu'elle est noire. Oui, je voulais bien sûr. voilà, et je voulais rajouter une autre chose, c'est que autant la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, c'est la caricature et l'humour, et que je sache, la ligne éditoriale de Valeurs Actuelles, ça n'est pas la caricature et l'humour. Oui, mais alors ça, est-ce que même si on est un journal dit entre guillemets engagé ou sérieux, etc., on n'a pas le droit d'avoir des pages d'humour. Il y a toujours eu des dessinateurs Oui, humoristiques c'est vrai. dans tous les journaux. Oui, mais humoristique, on est d'accord. Xavier Gors dans Le Monde est parfois très politiquement incorrect. Oui. D'accord. Oui, mais voilà. Oui, bien sûr. Alors, il nous reste 2 minutes. Vincent Couronne, un mot sur ce sujet? Non, dans tous Pardon, les vas-y. dans tous les journaux, il y a des dessins humoristiques et on n'a pas à délivrer un permis. Alors, Charlie Hebdo est un journal satirique, ils ont le droit de dire n'importe quoi. Valeurs Actuelles est un journal, alors peut-être soi-disant sérieux, je ne sais pas comment Florence va le qualifier, et donc il n'aurait pas le droit. Tout le monde a le droit. J'ajoute que si Valeurs Actuelles s'est occupée de Daniel Obono, c'est bien parce qu'elle a passé son temps, elle aussi, à l'Assemblée et ailleurs, à sortir des thèses racialiste, indigéniste, etc. C'est pas totalement tombé par hasard. C'est pas quelqu'un de noir qui est moqué. C'est Daniel Obono précisément parce que elle a fait de ce problème de race, de noir, de blanc, etc. son combat. Oui. Qui est un combat qui est très mal. Justement, Raphaël Antoven dit, c'est justement parce qu'elle dit ça qu'il faut la défendre encore plus. Un mot pour conclure, parce qu'après il faut qu'on se quitte, Vincent, sur ce sujet. Juste 2 secondes. Stéphane Manson qui dit quand on critique une idée, ça va, mais quand on critique des gens, ça va pas. J'ai pas entendu de gens critiquer Charlie Hebdo quand on montrait le pape parfaitement bien dessiné avec même son nom sur sa chasuble en train de fesser un petit garçon. Et là, c'était bien reconnaissable. C'était pas un dogme, c'était pas une idée, c'était bien le pape qui était moqué. Et là, tout le monde dit, c'est très drôle. Et on arrive malheureusement au bout de cette émission. Il y avait des sujets qu'on voulait aborder, qu'on ne pourra pas. Les filles à l'oral, mais on en parlera dans une prochaine émission. Est-ce qu'elles sont meilleures ou moins bonnes? Il y a toute une étude à cause de Normal Sup, du concours de Normal Sup qui a été faite là-dessus. Un mot, juste pour terminer, Stéphane Manson, la rentrée universitaire, est-ce que c'est, comme l'a dit Le Monde, la rentrée de tous les dangers? Oh, faut pas avoir peur, mais c'est très très compliqué, oui. Ouais. Mais ça, on essaie de la faire dans les conditions les moins anormales possibles, mais nous sommes, nous aussi, sur la ligne de crête. On en reparlera dans un prochain numéro. Merci à tous. Merci Jean-Charles Lajoigny, merci Vincent Couronne, merci Florence Mercadet-Choquet, merci Stéphane Manson. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.